Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la fin de vie, hein, parce qu'Emmanuel Macron a dit qu'il allait mettre en place une loi pour mettre ça en place en France. Bon, très certainement que ça va passer parce qu'il n'y aura aucune opposition, etc. Donc, on va revenir sur ce sujet-là et vous dire à quel point il peut être complexe et en quoi on vous ment. Il ne s'agit pas ici de aider à accompagner en fin de vie des gens qui ont des maladies incurables, mais bien à lutter contre la population. Vous verrez mes arguments, je vous montrerai des vidéos de témoignages de gens qui en avaient marre et qui voulaient sauter le pas, et ne l'ont pas fait pour certaines raisons. On va parler aussi du Canada, au Québec, etc., où eux ont accès effectivement dans un premier temps à ce droit à mourir, mais qui est tout de suite parti sur la pauvreté. C'est-à-dire que si vous êtes pauvre, vous ne voulez pas vivre pauvre, c'est-à-dire que vous allez perdre votre taf ou autre, eh ben c'est un motif pour en finir. Donc on va dénoncer ça, on va en parler un petit peu. Vous allez voir, ça va être intéressant, ça va être juste phénoménal. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker pour le référencement de la vidéo, vérifier si vous êtes bel et bien abonné, hein. Ensuite, me rejoindre sur les réseaux sociaux, et je suis en live tous les soirs, du lundi au jeudi, sauf pendant le ramadan, où tout simplement j'ai d'autres chats à fouetter. On va pouvoir démarrer, et je veux aussi parler, hein, bien évidemment, de la médecine. Pourquoi la médecine s'est toujours refusée à s'approcher de ce système de l'euthanasie, etc. Parce qu'il y a une logique. Il y a une logique derrière. Donc vous allez voir, ça va être assez consistant. Et j'espère que ça va permettre d'éveiller l'esprit de certains. En tout cas, tout du moins, voilà, hein, ça sera intéressant. Alors pour commencer, on va écouter le petit Micron. Micron qui s'exprime. Et après, petit à petit, je vous montre les vidéos et mon analyse. Fin de vie. Mini Micron promet un projet de loi pour une aide à mourir, sous conditions strictes. Pour le moment, hein, pour le moment, vous verrez que ça sera comme au Canada, qui sera présenté en avril. Dans un entretien à Libération et à La Croix, le chef de l'État dit vouloir présenter le texte en avril au Conseil des ministres, avant un examen au Parlement dès le mois de mai. Là, ça perd pas de temps, là, hein. Ce ne sera ni un droit nouveau, ni une liberté, mais une possibilité. Emmanuel Macron a dévoilé dimanche 10 mars les contours du futur projet de loi, promis depuis près d'un an, mais qu'il tardait à finaliser. Le texte envisagé par l'exécutif vise à permettre à certaines personnes de demander une aide à en finir sous certaines conditions strictes, expose le chef de l'État dans un entretien à La Croix Libération. Pour y prétendre, les patients devront être majeurs. Écoutez, c'est très important. On dirait les lois d'Asimov. Ils devront être majeurs, pour l'instant, capables d'un discernement plein et entier, atteint d'une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé à court ou à moyen terme, et confronté à des souffrances que l'on ne peut pas soulager, selon le président. Donc c'est quoi aussi une maladie incurable? Et c'est là où ça devient intéressant. La pauvreté est une maladie? Pose la question, parce qu'au Canada, apparemment c'est le cas. Si les critères sont respectés, il appartiendra à une équipe médicale de décider collégialement et en transparence quelle suite elle donne à cette demande. En cas de feu vert, une substance létale serait prescrite à la personne, qu'elle pourrait s'administrer elle-même, ou si elle n'est pas en mesure d'y procéder physiquement, avec l'aide d'un proche. Allez! Va falloir que je fasse attention quand même, hein, parce que si j'ai un peu trop d'argent dans le compte... Donc ma fille, alors je rigole, c'est un bébé d'amour, elle me kiffe. Mais tu t'imagines le... Allez monsieur, c'est le moment de prendre la pilule! La pilule magique qui va me faire dormir. Mais vous êtes qui? Allez, vos enfants, monsieur, en plus vous êtes multimillionnaire, vos enfants nous ont dit que vous en aviez marre de la vie, et qui, voilà. Allez, allez papa, faut prendre la pilule. Non mais attendez, mais j'ai pas envie de mourir, maman, qu'est-ce que vous me faites là? Allez, s'il te plaît. J'ai besoin de l'héritage, me faites pas chier. Allez papa, faut quitter, c'est bon, hein. C'est, non, mais non. Vous voyez, il est complètement dans le déni, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des moments où... Allez, hop. Tasez-le. Chut. Allez. Bon, mais vous verrez qu'il y aura des trucs comme ça, des dingueries comme ça. Bref. Allez, j'arrête de partir en cacahuète.
Une stratégie sur les soins palliatifs dévoilée fin mars. Le chef de l'État dit vouloir transmettre le texte au Conseil. Sur un texte, on s'en fout. Bon, c'est pas très intéressant. Là, on va écouter un petit peu une vidéo où ça se passe au Canada, si je me trompe pas, ou en Belgique. Écoutez, vite fait. Hop, d'accord. Attendez, hop. C'est bon. Voilà. Oui, aujourd'hui j'ai des amis et j'ai mon petit chien qui m'oblige à sortir tous les jours. C'est complètement différent aujourd'hui que lorsqu'on s'est rencontrés. Oui. Lors de notre première rencontre, Romain Lanzmann était déterminé à mourir. En 2014, j'ai fait une première tentative de suicide. J'avais 20 ans. J'ai été hospitalisé en psychiatrie. Je suis sorti. Alors, je vous résume, il a aucune maladie physique, il était pas bien dans sa peau, dans sa tête, et il voulait en finir. Et donc, il a fait des démarches pour sauter la vie. Voilà. Comme ça a été spoilé un petit peu en début, vous voyez que maintenant, il vit super bien, il est heureux, etc. Mais qu'est-ce qui amène à ça, quoi? Comment ça se fait qu'il en est arrivé à... comment dire ça? Il voulait en finir. Comment il a fait pour s'arrêter de ça? Écoutez, c'est tout simple. Peu à peu, contre toute attente, Romain a repris goût à la vie. Il y a eu une perte de poids, un gain de confiance en moi. Je vis des choses, j'ai mon appartement, et je me dis que si la vie c'est ça, je suis peut-être d'accord de continuer. Je ne pense pas qu'il y a eu un déclencheur, un fait précis. Jacqueline Hermans est présidente de l'Association belge pour... Chroniques, pour lesquelles il n'existait pas de possibilité de traitement. La loi belge prévoit que l'avis d'au moins 2 médecins est nécessaire pour accorder une euthanasie. Bref. Et celui d'au moins un psychiatre. Ça, on s'en fout. Tac, tac. Voilà. En résumé, on apprend que Romain était dans un état catastrophique. Et ce qui l'a fait ne plus vouloir se flinguer, c'est tout simplement parce que, il a été entendu. En fait, l'histoire, c'est que tout le monde était là en mode « Allez hop, ouais, t'as des organes en bonne santé? Wouh, les gars, attention, il y a un petit foie. En plus, il boit pas d'alcool. Oh, son foie. Oh, il a des reins. Oh, ça va être bon, ça. » Donc, c'était ça. Et il est tombé sur un médecin qui lui a dit « Attends. Mec, laisse-moi t'écouter, c'est quoi? Je me sens pas bien dans ma peau. » Il lui a dit « Ok mec, on va regarder des vidéos de musculation, tu vas m'accompagner. » Il l'a ramené à la salle, il lui a fait faire du sport, il a perdu du poids, il s'est tapé de la meuf. Non, alors je rigole, mais il a commencé à vivre, il a eu un appartement, parce qu'il avait des difficultés à se loger, etc. Et il a dit, mais en fait, si c'est ça la vie, ouais, merde, j'ai envie de la croquer, tu vois, j'ai envie de kiffer, tu vois. Et puis il a aussi vu mes vidéos, tu vois, quand il est tombé aussi sur mes vidéos, il m'a dit « Waouh, ça fait plaisir de voir des vidéos comme ça !» Et au final, il voulait plus se flinguer. Et ça, c'est le problématique au Canada, où on explique que les mecs qui sont au chômage, qui n'ont pas de taf, etc., veulent en finir alors que c'est juste un problème économique. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui veulent en finir tout simplement parce qu'ils ils sont délaissés, quoi. Ils sont délaissés, ils sont en situation d'extrême précarité et ce qu'ils ont besoin, c'est d'accompagnement, d'aide et pour certains, de soins. Et là, avant de vous remontrer les articles, etc., les propos, je rappelle que le principe de la médecine, c'est de soigner les gens. C'est de soigner les gens. Aucune médecine, aucun médecin digne de ce nom ne peut adhérer à ce système-là. Pourquoi ? C'est pas comment on appelle ça, un code déontologique pathétique non, c'est parce que ça veut dire qu'on abandonne le combat face à la maladie. Combien de maladies étaient incurables? Combien de problématiques? Si on aurait eu cette mentalité-là, je peux vous assurer que jamais l'humanité n'aurait avancé. L'appendicite, faut savoir que l'appendicite, quand tu l'as, tu meurs, hein. Elle s'affecte, elle grossit. Hop, on s'est dit, tu sais quoi, c'est quoi le problème? Il a mal là. Vous savez ce qui s'est passé? Sur les corps des décès, des gens qui ont décédé, ils ont ouvert. Ils étaient décédés. Hop, ils ont vu que là, c'était pas normal. Là, il y avait quelque chose qui avait explosé, qui avait grossi, qui avait explosé. Donc, ils ont compris qu'il y avait une problématique là-dessus. Foutu pour foutu,
parce que c'est un truc où tu meurs à 100% quand c'est au dernier stade, eh ben, ils ont ouvert, ils ont coupé, hop, oh, ben c'est guéri. Voilà, par exemple. Tu vois, par exemple, l'une des plus alors je parle en France, l'une des opérations les plus courantes, c'est celle de la cataracte. Nous avons et ça c'est très vieux. Faut savoir que c'est très vieux. Même à l'époque des Arabes, il y a 1400 ans, ils la faisaient l'opération. C'est des fous furieux. Je sais pas comment ça leur est venu dans la tête. Il faut savoir que parfois le cristallin s'épaissit et il devient opaque et tu deviens aveugle. Maintenant, je vous pose la question à vous. Honnêtement, est-ce que oui ou non, vous pensez qu'un homme qui devient d'un seul coup aveugle, ou une femme, sa femme ou son mari le quitte, parce qu'il est aveugle, il devient... c'est dur de s'en occuper, il peut plus travailler, il devient un poids, on est d'accord. Quelqu'un qui devient aveugle, c'est compliqué. À votre avis, est-ce qu'il pourrait avoir l'idée d'en finir? Oui ou non? Vous allez me répondre, oui, effectivement. Eh ben, la médecine a dit non. On va tout faire. Et on s'est rendu compte, il y a 1400 ans, qu'il y avait un problème avec l'œil. Et ben, vous savez ce qu'ils ont fait? Bon, alors, c'est pour ça que je vous dis, à l'époque, c'était chaud, mais là, c'est une des opérations les plus courantes. Ils anesthésient l'œil, ils bloquent la paupière, etc. Une incision, micro-son, enfin, ils absorbent le cristallin, ils en remettent un autre. Voilà. Et tu retrouves la vue, mais comme avant. Hein. C'est tout, hein, comme avant. Et hop. Donc, et là, si on avait écouté ces gens-là, ben finalement, on n'aurait jamais fait ce remède-là. Pourquoi se faire chier à claquer des milliards d'euros pour trouver un remède à une maladie quand on peut abandonner? C'est pour ça que normalement, la médecine n'accepte jamais l'euthanasie. Vraiment, jamais. Et là, on va lire un truc, c'est euthanasie, l'effroyable dérive canadienne. Alors que l'euthanasie a été légalisée en 2016 au Canada, ils sont désormais 27% à penser que, un tiers des gens à penser que les gens devraient avoir accès à la fin de vie pour des raisons de pauvreté. Et 50% pour le handicap. Des chiffres encore plus hauts chez les jeunes. C'est incroyable. Il est quand même assez édifiant que sur un certain nombre de sujets, les Canadiens estiment visiblement que les gens devraient avoir accès à la fin de vie pour des motifs de pauvreté ou motifs d'handicap. Comment en est-on arrivé là finalement? C'est un sondage original parce que ce n'est pas souvent qu'on a affaire à ce type d'enquête. Ce qui m'est apparu comme étant le fil conducteur de ce sondage, c'est notre rapport à la vulnérabilité. Ils pensent être humanistes, mais d'après moi, ils ne le sont pas vraiment. Pour eux, on ne peut pas avoir de vraie belle vie si on a atteint d'une maladie mentale ou si l'on est pauvre. C'est une espèce de parti pris ici. Ils pensent que la vulnérabilité, sous ses différentes formes, nous éloigne de la dignité. Comment en sommes-nous arrivés là? Il y a plusieurs raisons. On a développé une image de la vie réussie qui correspond à l'image de la femme ou de l'homme de 30 ans. En pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels, avec un style de vie aisé et plutôt autonome. D'ailleurs, ça, c'est exactement ça. T'as des gens qui n'acceptent pas leurs conditions d'être humain, ils ne savent plus ce que c'est de vivre. Et c'est pour ça que vous pouvez voir dans les pays dits du tiers-monde ou autres, qui n'est pas l'Occident, où il y a très peu de tentatives de pipe, alors qu'en France, par exemple, c'est le pays numéro 1 des anxiolytiques. Pourquoi? Pourtant, on vit bien, on mange bien, enfin, plus maintenant, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que ce n'est plus une vie. Les gens ne comprennent pas, mais ce n'est plus une vie. Tu es exploité, mentalement tu es à bout, et tu ne profites plus de la vie. Tu n'es plus traité comme un être humain. Le travail en France, d'ailleurs, ça me fait rire quand des étrangers arrivent en France et ils sont choqués de voir à quel point c'est aliénant le travail en France. C'est répétitif et au bout d'un moment ton esprit il s'envole, hein, c'est fini. Incroyable. Et donc la solution, ce n'est pas la fin de vie. La solution, c'est découvrir, prendre du recul et comprendre que ce n'est pas normal, je suis désolé, ça peut choquer, ce n'est pas normal à l'âge de 70 ans de travailler comme quand on avait 30 ans.
C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas la même vitalité à 20 ans qu'à 30 ans, qu'à 40 ans. C'est une question de logique. C'est aussi simple que ça. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Et non, nous on continue à travailler tout autant, si ce n'est plus, à 70 ans. Le moment où on te demandera de te reposer, c'est à l'âge de 80 ans pour ta retraite. Bon, c'est particulier, mais bref. On a coupé notre rapport à la nature, au sens le plus simple du terme. De la sorte, on oublie que dans notre environnement naturel, faiblesse et vulnérabilité se côtoient et sont intégralement liées à l'existence. Cette conscience de la fragilité, on l'a quand on est agriculteur. On voit les cycles dans l'environnement, on voit qu'on est vulnérable par rapport à la météo, donc on va organiser notre vie en assumant ce rapport à ce qui ne dépend pas de nous. Or, on a l'impression que le mode de vie urbain finit par convaincre les citoyens des cités que tout ce qui compose avec la faiblesse et la vulnérabilité n'a pas vraiment sa place. Je pense au fait que nous en sommes là maintenant, alors qu'à une certaine époque, on était plus près de la nature et de la famille. Le lien social a été défait. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que j'ai été chef d'entreprise et j'aimerais parler un peu des salariés, là, le salariat, hein, qui critique les patrons. J'aime bien parce que parfois des gens qui ont toujours été salariés parlent au patron comme si c'était... Le chef d'entreprise sait très bien que tout est... ça dépend de la période. Si c'est les vacances, si c'est Noël, le commerce va mieux fonctionner, ça dépend. S'il fait chaud, si d'un seul coup il commence à neiger, tu sais très bien que ce jour-là, il y aura personne qui va venir dans ton commerce. Il vient de neiger, donc les gens sont un petit peu... faut déneiger, ils sont un peu... etc. Il faut attendre le pli. Et vous voyez ce que je veux dire? On doit faire face. Le salarié, lui, il est tellement habitué à être payé quoi qu'il arrive, peu importe son rendement, etc., qu'il ne comprend pas les difficultés du chef d'entreprise. Et parfois, quand vous voyez des chefs d'entreprise dire « Bon les gars, il n'y a plus d'argent qui rentre, on ferme », pourquoi? Non, justice. Les mecs, ils appellent la justice pour l'empêcher de fermer. Il n'y a plus d'argent, tu veux qu'il fasse quoi? T'as cru qu'il l'argent, il le chiait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de rapport à la situation. C'est... Oh les gars, faut redescendre sur terre, faut comprendre. Il y a des moments, excuse-moi, si t'as passé 40 ans, faut lever le pied sur certaines choses. Tu vois parfois, excusez-moi de dire ça, tu vois des mecs, ils ont 60 ans, et puis ils veulent faire les sportifs. Oh, détends-toi, oh, tes os, tout ça, oh, t'arrives à 60 ans. Fais du sport un peu plus tranquille, un peu plus léger, chaque chose en son temps. On est tous témoins. À 20 ans, oh, tu faisais des déménagements, tu courais, tout ça, tu faisais des nuits blanches, t'étais frais. Dès que t'as passé les 30 ans, oh, là, tu le sens. Ah, tu commences à sentir. Alors, je te laisse imaginer 40 ans, 50 ans, 60 ans. Bref. Donc voilà. Ça, je m'en fous. Voilà. C'est au Québec que tout a démarré. Le Canada a épousé nos lois et les a élargies. J'ai été l'un des acteurs en 2010 au Québec. Il y a eu une commission parlementaire qui a été instaurée pour discuter de la question de mourir dans la dignité. L'équivalent de la Convention citoyenne en France. Et à ce moment-là, déjà, on avait réuni les experts. J'en faisais partie. Voilà. Une loi pour quelques cas qui pourraient survenir à cause de souffrances irréversibles. Mais on ne fait pas une loi pour l'exception. Pour 4 personnes, si je puis dire. Au Québec, en 2015, l'année où la loi est entrée en vigueur, il y a eu 6 demandes. À la fin 2022, on était presque à 4000. Il y a eu inévitablement une extension de la loi. On prétend que c'est pour venir en aide seulement aux gens qui ont des souffrances physiques réfractaires au départ, puis après ça, on sent le besoin d'inclure des gens qui ont des souffrances morales, psychologiques. Or, l'évaluation de la souffrance physique est difficile à faire et la douleur est subjective. Alors, imaginez quand vous faites le même exercice avec la souffrance psychologique. Viennent ensuite, logiquement, l'aide médicale à mourir, etc. Blablabla. Et là, c'est dommage parce que j'ai pas retrouvé une vidéo où tu avais un homme qui expliquait qu'il a une certaine dignité et qui risque de perdre prochainement son travail et donc son logement et qu'il refuse de se retrouver à la rue. Et donc, si ça devait arriver le cas, il a déjà prévu le cas d'en finir. Donc, ce n'est pas du tout une loi pour aider. Aussi, là, nous avons une personne, pour vous montrer hein, l'aspect psychologique. Je ne vais pas lire l'article là. Annie Chemla, pratiquer des avortements m'a apporté un sentiment intense de puissance.
Pourquoi? Si ce que tu fais, c'est qu'un amas de cellules, ce n'est pas un être vivant, tu n'as aucune raison d'avoir ce sentiment-là. On est d'accord. Là, si ça t'apporte un sentiment de force, de puissance, tiens, j'ai ôté la vie. Ça veut dire bien que tu as ce sentiment-là. Donc, je peux vous assurer que c'est la même chose pour la vieillesse, etc. La fin de vie, les maladies, etc. Je vous invite vraiment à vous retaper le film Soleil Vert, qui n'est plus un film, mais qui est un documentaire. Voilà. Je vous invite à voir ce documentaire Soleil Vert. Donc vous tapez, hein, il est facilement trouvable sur Internet pour le regarder en streaming. Et c'est notre histoire, vraiment. Hein, il est prévu, il a été mentionné à l'Union européenne, une loi pour récupérer, normalement obliger les corps des décès, de tous les décès, de les transformer en alimentation. Ça a été refusé. Cette loi a été refusée. Mais elle a été proposée. Et vous verrez que d'ici une dizaine d'années, une vingtaine d'années, elle passera. Si vous ne réagissez pas dès à présent. Faites-en ce que vous voulez. Moi, je peux rien après. Je peux rien. Donc voilà, alors j'avais prévu de vous parler d'autres sujets, mais là, 20 minutes, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez, sérieusement, si vous considérez qu'on doit faire passer cette loi, oui ou non, et si vous trouvez qu'il peut y avoir des abus. Pour ceux qui sont de l'étranger, comment ça se passe dans vos pays. À la prochaine, c'était Samy refait l'actu. Oui, Billy. Oui, tu aimerais témoigner? Bah vas-y. Ouais, bah alors, j'aimerais témoigner, j'en avais marre de la vie, effectivement. Et depuis que je suis tombé sur tes vidéos, franchement, je kiffe à fond. Vraiment, je kiffe à fond, j'ai repris goût à la vie depuis que je vois tes vidéos. Bah écoute, merci, c'est très gentil de ta part, mais y a pas de souci. Et j'aimerais te dire aussi que j'ai eu un crush sur toi, je te kiffe, et j'aimerais savoir si t'es célibataire et que j'aimerais me poser avec toi. Désolé Billy, je mange pas de ce pain-là, mais bon, il est jamais trop tard pour refaire la demande, hein, tu vois. Non, mais j'aime... Non, allez, retourne là-bas, me fais pas chier. Excusez-moi, je reçois des messages parfois.